Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du festival Périplessis, édition 2024. Daniel, tu dis un petit mot avant de commencer ? Chaque fois, tu nous dis un petit mot, alors vas-y. J'aime bien le regard. Bon, allez. Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette petite table ronde. Voilà, dans le cadre du festival Péripé et compagnie. C'est la 15e édition qu'on organise à Charlin-les-Mâcons. En tous les cas, bienvenue. Et je passe la parole donc à nos amis d'Allô la planète. Merci. Merci. Donc cette table sera, cet échange sera enregistré donc sur la radio et vous pouvez le réécouter ensuite en podcast. On se retrouve autour d'une thématique du voyage avec des enfants. Donc avec nous, on a des voyageurs qui sont venus présenter leurs films, leurs livres pour parler du voyage avec les enfants. Et les festivaliers, donc vous êtes là, bien sûr, n'hésitez pas à intervenir comme on vous l'a dit, vous levez la main, on vous passe un micro et vous pourrez poser vos questions ou donner une information aussi, parce que peut-être que vous aussi, vous avez voyagé à vélo, vous connaissez des personnes qui ont voyagé à vélo avec des enfants. Donc, ou autrement. Ou autrement même, parce que c'est vrai que là, on a des voyageurs à vélo, donc je suis fixée sur le vélo, mais en fait, il y a différentes formes de voyage. Et c'est vrai que nous, on connaît plutôt le voyage avec les ânes et les enfants. Eh bien, on va commencer. Donc, autour de la table, on a Anne-Ségolène et Anthony qui sont présents et qui sont venus, qui ont voyagé avec leurs 3 enfants. On a Olivier qui a voyagé donc avec son épouse et puis un enfant, enfin sans enfant et avec les enfants. Du coup, plusieurs voyages puisque tu n'arrêtes pas. Donc, plutôt voyage à vélo également. Et puis, on a Mathieu et Cécile qui ont voyagé avec leurs 2 enfants. Aussi qui sont partis en France et puis beaucoup plus loin hein. Et pareil à vélo du coup. Alors on va commencer le voyage. Comment ça a démarré finalement le voyage à vélo déjà sans les enfants? Est-ce que vous c'est pas à vélo? Vous c'est en camion. Puis en plus leur joli camion est garé devant. On vous invite à aller voir familiarer devant. Donc pour vous, est-ce que déjà le voyage c'était avant les enfants? Est-ce que vous étiez des voyageurs avant ? Alors bonjour à tous. On avait le voyage, en tout cas la bougeotte, on va dire, déjà un peu installée. Et c'est un peu avec l'arrivée des enfants où on a modifié notre manière de bouger pour prendre un temps de voyage. Avant, on bougeait un peu partout, tout le temps, pour voir plein de monde partout. Et avec l'arrivée des enfants, on s'est posé à voyager entre nous pour rencontrer d'autres personnes sur des temps plus longs, à pied, en vélo et beaucoup en âne en fait. En âne ? Beaucoup avec des ânes. Ah oui. Qui est un temps lent, en fait, c'est sympa. Nous, on utilise l'âne en fait comme prétexte, puis les enfants pour frapper chez les gens, demander rien d'autre que d'avoir un espace pour nous sécuriser, c'est un peu la porte d'entrée. Et en fait, ça nous amène à pouvoir proposer un saucisson, et en général, souvent arrive en face un rosé, et puis on passe une belle soirée à rencontrer les gens autour de chez nous finalement. Pour Mathieu et Cécile, est-ce que vous voyagez avant ? Est-ce qu'on a un micro par ici ? Non, il y en a d'autres. Hein ? Oui, pour nous, c'est un petit peu pareil. C'est parti d'une passion commune qui sont celles du sport, du vélo notamment, de la nature, des grands espaces. Donc on voyageait effectivement régulièrement sur nos vélos avant d'avoir les enfants. Et puis effectivement, quand ils sont nés, on s'est dit qu'il fallait leur offrir aussi le plaisir de pouvoir découvrir ça dès le plus jeune âge. Et on s'était dit que si on le pouvait, on leur offrirait 3 années de voyage. Parce que finalement, la vie passe vite et les enfants volent vite de leurs propres ailes et on avait envie de partager ça avec eux. Donc on l'a fait dès le plus jeune âge. Mais on avait déjà cette passion auparavant. Et pour toi, Olivier ? Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Avec Adeline, ma compagne, on a eu la chance de vivre un grand voyage d'1 an et demi à travers l'Afrique. En 2009-2010, on est parti en tandem. Alors le tandem, c'est un peu le symbole du couple. Et on a vu au cours de cette expérience qu'à vélo, avec du temps devant soi et pas mal de bonne volonté, on pouvait traverser un pays entier, traverser un continent. Et ça nous a ouvert énormément de perspectives. Et arrivé en Afrique du Sud, qui était notre destination, après 20 000 kilomètres, on s'est fait la promesse en fait, de repartir à chaque moment charnière de notre existence. On s'est dit, dès qu'il y aurait un moment important dans notre vie, on remettrait les bouts pour passer du temps ensemble, parce que c'était un peu ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est du temps de qualité. C'est faire un pas de côté aussi par rapport à notre existence classique, qui est, où on est accaparé par tout un tas de choses.
Et en 2015 est arrivé Axel, notre petit garçon, et quand il a eu 10 mois, eh bien, on a tenu notre promesse. On est parti en Amérique du Nord, traverser les montagnes rocheuses à vélo, tous les trois, pour se découvrir un peu tous les trois, essayer de retrouver un nouveau rythme dans des conditions un peu particulières et en bénéficiant surtout du temps de qualité pour pouvoir être le témoin de toutes ces premières fois, le voir apprendre à marcher, le voir prononcer ses premiers mots et tout ça. Alors comment s'est passée la préparation de ce premier voyage avec cet enfant et chacun d'entre vous, comment vous l'avez préparé, anticipé? Je suppose que il y a des changements qui sont opérés, peut-être des craintes aussi. Alors, on a beau avoir l'expérience de l'itinérance à vélo, en solo ou en couple, quand un enfant arrive, on se repose de nouvelles questions, forcément. La logistique va être différente sur le plan matériel, sur le plan de planification des étapes, sur la destination également. Si on avait choisi, nous, les États-Unis, pour notre premier voyage, c'est parce qu'on avait aussi ce filet de sécurité, entre guillemets, de se dire qu'il y avait un système de santé fiable et à proximité, même si on était dans des zones assez reculées. Et on savait qu'en 24-48 heures maximum, on pourrait être dans un dispensaire, un hôpital, si jamais un problème de santé survenait chez Axel, ce qui n'a heureusement pas été le cas. Et voilà, c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément. On est plus responsable, hein, on est parents, donc c'est le cas quand on reste à la maison, mais c'est aussi le cas quand on part à l'aventure. Surtout que, forcément, quand on fait part de notre projet à notre entourage et qu'on nous dit quand on apprend qu'on va traverser les montagnes rocheuses avec un enfant de 10 mois, tout le monde nous regarde avec des yeux ronds en disant mais vous plaisantez, vous allez rester à la maison tranquillement dans votre canapé. Et nous, on voulait un peu par défi, c'était un peu un pied de nez justement, de montrer à tous ces gens-là qu'avec de la préparation, qu'en étant conscient que le risque zéro n'existe pas, mais qu'on peut évaluer quand même les risques, essayer de les mesurer, essayer de les anticiper, de les réduire un maximum, et on peut vivre une aventure qui soit raisonnable et dans un milieu quand même sauvage et reculé, et c'est ce qui s'est passé. Donc on a pu vivre là pendant 1 an en total un périple un peu à l'écart du monde parfois, et avec notre petit enfant. Mais malgré tout, on n'a pas rencontré de problème, en tout cas pas de problème auquel on n'aurait pas été confronté en restant chez nous, quoi. Pour toi, Mathieu ? Oui, je dirais que l'inquiétude, elle est plus du côté de la famille, des grands-parents. Nous, de notre côté, on avait quelques craintes au niveau effectivement de la sécurité, parce que l'emprise d'un vélo plus une remorque, c'est pas la même que celle d'un vélo seul sur une route. Donc la préoccupation a toujours été d'essayer de s'extraire au maximum des zones urbanisées, des zones fréquentées pour pouvoir voyager, progresser en toute sécurité sur des petites routes, des petits chemins, des pistes principalement. Voilà, donc oui, il y a forcément quelques inquiétudes qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on voyage sans enfant, mais on fait le nécessaire pour que, d'un point de vue de la sécurité, de la santé, de tout un tas de choses, l'enfant puisse être en sécurité. Donc ça nécessite quand même d'anticiper toute cette logistique avant de partir, que vous ne faisiez peut-être pas ou peut-être beaucoup moins pour vous deux ? Oui, voilà, il faut partir avec effectivement une bonne trousse à pharmacie pour avoir vu le pédiatre avant, pour s'assurer qu'on ne fasse pas non plus n'importe quoi. Mais on n'a pas eu, je dirais, Cécile, tu me corriges si je me trompe, mais on n'a pas été particulièrement... C'était naturel finalement, on a poursuivi ce qu'on avait l'habitude de faire. Alors les enfants avaient quel âge quand vous êtes partis la première fois ? Alors les premiers voyages, qui étaient des petits voyages d'une quinzaine de jours, ils avaient 7 mois, 11 mois, puis on est parti au long cours sur une période de 13 mois. Ils ont fêté leurs 2 ans et leurs 4 ans pendant le voyage. Voilà. D'accord. Donc ils étaient tout petits. Et c'était où ? Alors on a fait un voyage en Europe occidentale, en Europe de l'Ouest et Europe du Sud, donc la France, l'Espagne, le Portugal, les îles Canaries, les îles de la Méditerranée, l'Italie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, la République tchèque, l'Allemagne, Suisse, et on a fait une grande boucle de 12 000 km en partant de chez nous et en revenant chez nous. Donc ça, c'est aussi une émotion assez forte de boucler la boucle comme ça. Et la petite anecdote, c'est que lorsqu'on est rentré, on est passé par l'école de Lison, et Lison voyait une très belle école, mais elle ne savait pas du tout que c'était son école. Elle avait dans sa tête une année de voyage, et elle avait finalement occulté tout ce qu'elle avait vécu avant. On est arrivé à la maison, elle nous demandait où étaient les toilettes, où était sa chambre. Voilà, elle avait 4 ans, et elle a fini le voyage sur un vélo déjà. On lui a acheté un vélo à Munich pour qu'elle puisse terminer le voyage de façon plus active à nos côtés.
Et vous êtes repartis après, une fois qu'ils étaient plus grands? Parce que Lison, elle a quel âge aujourd'hui? Alors, Lison, t'as quel âge aujourd'hui? Et je vais avoir 14 ans. Et après, on est parti une deuxième fois, on avait 7 et 9 ans, en Europe de l'Est. Et là, tu as des souvenirs? Oui, plus. Et sinon, on est aussi reparti l'année dernière, en Amérique du Sud. Ah, ils ont la graine, ça y est, qui est... Ça y est, Ils ont les bougeottes. c'est parti. J'ai toute seule 4-5 jours avec un ami de 14 ans. Voilà, ils ont ça en eux. Et alors pour vous, comment ça s'est passé, Antonia de Ségolène, avant l'avant et l'après, du coup, cette L'avant, préparation? Nous, la question s'est posée à l'arrivée de notre troisième enfant. On était en sortie de Covid, on était en train de finir de rénover la maison. Et il y a eu 2 ans entre le moment où on s'est posé la question de « et finalement, pourquoi pas partir ?» La première fois où on s'est posé cette question-là, on était en août. On est parti 2 ans plus tard. Donc il y a eu 2 ans, il y a eu 6 mois de réflexion, de dire est-ce qu'on y va ou pas, pourquoi, comment, etc. Et puis il y a eu une longue réflexion sur, d'une part, qu'est-ce qu'on veut vivre là-bas, parce que partir c'est sympa, mais en fait il y a 1000 manières de partir qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Mais quelle était celle qui nous intéressait nous? Et donc on a dit d'abord ce qu'on voulait pas faire. Donc on voulait pas faire du tourisme et on voulait pas faire d'humanitaire pur. Et donc quand on a enlevé le tourisme et l'humanitaire, ça enlève quand même une grosse partie des modes de pourquoi on part. Et donc on est revenu à un voyage qu'on a fait en 2018. On était 2 semaines au Chili pour aller rencontrer un centre humanitaire là-bas qui s'appelle Misericordia. Et on est revenu sur cette idée-là en disant mais finalement ce qui nous a nous beaucoup touché, beaucoup transformé, fait mûrir, c'était d'aller rencontrer les enfants fragiles qu'on a rencontrés dans les quartiers de la Pincoya. Et donc on s'est dit ni humanitaire ni tourisme, mais par contre rencontrer les gens et en particulier rencontrer les enfants, ce qui nous permet dans notre cheminement de nous mettre nous derrière nos enfants, de les laisser faire le chemin quelque part, aller rencontrer les enfants de leur âge et puis nous pouvoir les observer et comprendre les différences de prise en charge des enfants entre nous ici en France, en Europe, et la manière dont en Amérique du Sud, puisque c'est là où on a jeté notre dévolu, comment est-ce qu'en Amérique du Sud on a peut-être, c'était notre a priori, un peu plus conservé cette fibre humaine ou de la rencontre facile. Les enfants ont cette naïveté simple ou cette facilité de ne pas se poser de questions, de ne pas vouloir mal faire. Et nous, finalement, on a peur de mal faire, donc on ne fait pas. Et donc voilà, l'idée, c'était de se dire, on va partir en Amérique du Sud, plutôt en itinérance, pour aller voir les enfants, en passant un peu derrière les nôtres. Et puis, on avait une frustration de ce premier voyage qu'on avait fait là sur quelques jours, quelques semaines au Chili, c'était de pouvoir transmettre, de pouvoir partager ce qu'on avait vécu là-bas. Et donc, on s'est dit, tiens, petit challenge, petit défi, en tout cas, petite volonté de pouvoir retranscrire, partager cette richesse qu'on a là-bas. Et donc, on s'est dit, on va se former, on va faire un film de ce voyage. Donc, voilà, on a rajouté les défis au fur et à mesure, en disant, au départ, on voulait faire un tour du monde, et puis finalement, moins on fait de kilomètres, moins on a de coûts écologiques, coûts économiques, et puis plus on se rend libre de rester où on est bien. Donc au fil de la préparation, on a réduit énormément le trajet, en se disant finalement, on va arriver à Carthagène, au nord, et on va faire le moins de kilomètres possible pour aller en direction de l'Uruguay, si tant est qu'on va y ramener notre camion à la maison. Voilà, donc on a fait 13 000 kilomètres, donc moins que toi en vélo, sur une année au camion. Donc on était des ultra lents, et c'était une volonté d'être très libre. Tu veux rajouter quelque chose? On a toujours dit on était des petits escargots, des voyageurs escargots, comparés aux autres voyageurs en véhicule roulant. En véhicule motorisé, pardon. Oui, votre objectif, c'était de prendre le temps. C'est ça, oui. Et la logistique, alors quand on se prépare quand même avec 3 enfants, donc 2 ans, 5 et 7, Oui. à ce moment-là, est-ce qu'elle est particulière justement pour préparer, comment on prépare un fourgon comme ça en se disant on part 1 an avec ces 3 pitchounes, qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on n'emmène pas, comment on fait le choix? Alors, nous, on n'a pas préparé beaucoup de choses avant de partir en voyage, mais les peu de choses qu'on a préparées, c'était la majeure, le plus gros boulot. Anthony a aménagé le camion qu'on a pris. On a vraiment réfléchi en disant, on veut un camion aménagé, on veut avoir toujours apporté notre maison avec nous. On l'a vu comme espace de protection pour les enfants, mais je pense que moi aussi en tant que maman, ça me rassurait d'avoir toujours nos affaires. Voilà, on n'avait pas envie d'être en backpack. 3 enfants plutôt jeunes, on sentait pas l'idée du vélo, l'idée des animaux, quand même d'autres contraintes, et on avait quand même envie d'aller un petit peu en dehors de l'Europe. Donc on est assez rapidement arrivé sur l'idée du camion aménagé pour avoir notre maison et pouvoir sortir des sentiers battus, parce que backpack, finalement, on est dépendant des transports en commun et on peut pas aller en pleine nature, on peut pas aller. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on avait envie de vivre. Donc, en fait, le gros des préparatifs pour nous sur ce voyage, ça a été le travail qu'Anthony a fait pour aménager le camion,
pour l'aménager en fonction de notre fonctionnement, en fonction de nos besoins, de l'âge des enfants, etc. Donc beaucoup de travail mécanique et de travail d'installation à l'intérieur. Et ensuite, on a préparé tout ce qui était un peu indispensable, c'est-à-dire administratif et vaccin. Et le reste, c'est vraiment fait sur place. Voilà. Et le gros préparatif annexe aussi, enfin pas annexe d'ailleurs, c'était de préparer le film avec un énorme travail de montage, dossier de partenariat et formation sur tout ce qui est photo vidéo, parce que ça s'invente pas. Et l'école, c'est vrai, j'avais oublié, ça c'était mon boulot, de préparer l'école, donc pas à la maison, mais l'école dans le camion pour les 2 filles qui étaient en CP, CE1 à ce moment-là. Donc là, c'était chouette, on a pu bien travailler avec les maîtresses des filles, qui étaient les maîtresses qu'elles avaient avant et qu'elles ont retrouvées en rentrant de voyage, pour aller à l'essentiel, sur les matières fondamentales, mathématiques, lecture, écriture. Et le reste, elles ont appris beaucoup de choses pendant l'année, donc on n'est pas allé les voir plus loin. Mais c'est vrai que c'était un petit peu de travail de savoir comment calibrer l'école. C'était un gros souci pour nous de le faire correctement. Alors justement, l'école. Alors nous, l'école, on n'y a pas vraiment été confrontés parce que nos enfants étaient encore jeunes quand on est parti. Et depuis qu'ils sont un petit peu plus âgés, on se contente de partir durant les vacances scolaires, ce qui laisse quand même 2 mois l'été, ce qui permet d'envisager déjà des aventures assez chouettes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que pour les plus jeunes en tout cas, la route en soi est une école. C'est vrai qu'il y a tout un tas de prétextes d'apprentissage au cours de notre progression. On roule évidemment, mais c'est pas suffisant pour un enfant, donc nous on s'arrête très fréquemment. On imagine notre itinéraire en fonction des points d'intérêt, en fonction des rencontres, et tout ça, ça nourrit énormément nous en tant qu'individus, mais aussi en tant que famille, et les enfants. On a pu voir tout à l'heure, mon film a été diffusé sur la Great Divide, il y a un contact permanent avec la nature, avec les animaux, ce qui appelle pas mal de questions. On me pose souvent la question, qu'est-ce que vous avez emporté comme jeu, parce que à vélo, évidemment, c'est aussi l'école du minimalisme, du retour à l'essentiel. Donc, on peut pas emporter toute la salle de jeu dans la remorque. Et on répond, nous, en fait, on a emmené quasiment aucun jeu. On se contente de quelques livres, et puis ensuite, les jeux, c'est les enfants qui les trouvent au bord de la route. Alors ça va passer par des bâtons, des cailloux qui se transforment en cabanes, qui se transforment en jeux de lancer. Enfin, ils sont assez inventifs et en réalité, très rarement, ils demandent à jouer avec des jeux qui sont restés dans la chambre, quoi. Oui, l'école, c'est le voyage. Malgré tout, effectivement, il faut quand même... on a quelques comptes à rendre à l'éducation nationale, donc il faut malgré tout, c'est un petit peu le point... voilà, c'est pas facile de faire travailler les enfants. Moi, je suis enseignant et le travail en voyageant, c'est compliqué. Alors effectivement, on se concentre sur les matières fondamentales, mais oui, c'est la confrontation à tout ce qui s'offre à nous de chaque jour qui fait qu'ils apprennent sans doute beaucoup plus que assis sur une chaise d'école. Alors on est parti, nous, avec un petit cahier, ma 6e tout en un, ma 4e tout en un. Et le gros du travail, finalement, c'était de... Alors, voilà, après une journée à pédaler, un effort physique qui est parfois intense, eh bien, c'est pas facile d'ouvrir un cahier après. Donc, nous, ce qu'on leur demandait, c'est de tenir un carnet de voyage qu'ils faisaient avec plaisir. Donc, tous les soirs, ils écrivaient leur journée, ils dessinaient. Et ça, c'est quand on était en bivouac. Et puis, lorsqu'on avait besoin d'un petit peu plus de confort et qu'il fallait qu'on prenne une douche, eh bien, c'est là qu'on pouvait se poser sur une table et qu'on ouvrait les cahiers, qu'on faisait un petit peu de maths, qu'on regardait parfois si on avait une connexion Internet sur Pronote pour voir ce qui se faisait au collège et qu'on puisse suivre la progression qui se faisait en classe. Et puis, on a travaillé comme ça. Donc, ça a été assez léger, mais on a la chance aussi que ça se passe bien à l'école. Donc, à chaque année qui a été manquée, ils en ont pas pâti. Ils ont pu reprendre le cours de l'école sans difficulté. Voilà. C'est un des journaux de bord, ce que j'ai regardé sur votre stand. Il y a un joli journal de bord où c'est écrit et dessiné d'ailleurs. Oui. Oui, ils ont de beaux souvenirs. Ils ont de beaux souvenirs. Lison, Anatole, les deux, oui. Ah, oui. Et alors, il y a ce qu'on prépare, et puis ce qui se passe sur le terrain, en voyage. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas anticipées ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées, vous avez dû gérer au fur et à mesure ? Oui, nous, on ne prépare pas grand-chose quand on part. Et effectivement, il y a peut-être 1 ou 2 points d'intérêt, parfois 1 ou 2 objectifs, faire un sommet, voir rencontrer des gens. Mais on laisse place à l'improvisation. Et par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez prévues et puis qui vous avez dû aménager le voyage en fonction de ce qui se passait Non, j'ai pas souvenir de ça. Non. Pour Anatole et Lison, ça a été
vous n'avez pas manqué, on va dire, de quelque chose que finalement vous auriez aimé avoir en voyage? Non, pas du tout. Tous les paysages, toutes les rencontres, enfin, c'est incroyable, quoi. C'est des expériences uniques et inoubliables. Non, même effectivement, ils parlaient de leurs copains. Alors aussi, on a eu la chance d'avoir des instituteurs, des professeurs qui se sont investis aussi dans notre projet, qui ont été à nos côtés. Donc on avait un échange aussi. Donc lorsqu'ils étaient en école primaire et maternelle, il y avait un réel échange avec les avec la classe, les maîtresses. Donc il y avait comme toujours, malgré tout, un petit contact. On avait des petites photos, on suivait leurs projets, ils suivaient nos aventures. Et du coup, il y avait encore un lien avec l'école et la France lorsqu'on était un petit peu loin. Mais ils n'ont jamais manqué, effectivement, ils ne se sont jamais plaints de dire mes copains, mes copines. Non, il y a la maison, le confort, ils ne s'en sont jamais plaints. Ils profitaient du moment présent et c'est vrai que c'est une chance. Et c'est pour ça qu'on a renouvelé aussi l'expérience, parce que après une année de voyage, il y en a aussi qui n'en font qu'une d'année de voyage. Oui, oui. Finalement, il y a eu des difficultés. Les enfants grandissant pouvaient se poser la question avec l'adolescence, est-ce qu'ils vont vouloir continuer? Donc le dernier voyage, on les a impliqués davantage. C'est-à-dire que quand on a pris la décision, quand on a eu nos disponibilités qui étaient actées par nos employeurs, qui avaient été acceptées, on s'est mis autour de la table. Où est-ce qu'on va? Par quels moyens? Combien de temps? Et donc ça a été une concertation. Donc le vélo est tout de suite arrivé. Ils ne voulaient pas partir en camion, même bien qu'ils apprécient aussi ces petits moments quand on part en van pour une semaine ou deux. Mais c'était le vélo, c'était effectivement l'Amérique du Sud. Et puis Lison, elle avait le souci quand même de faire un trimestre d'école. Donc c'est pour ça que ce dernier voyage, nous ne sommes partis que 8 mois. Parce que Lison voulait toujours faire son athlétisme, elle voulait pas manquer, elle voulait quand même Ah oui, il y a des activités que tu aimes sur place. Mais au bout de 8 mois, elle nous a dit que finalement elle voulait plus rentrer. Alors on s'est dit bravo, merci. Merci. Et on est rentré et voilà, tout s'est bien passé. Ils ont repris le rythme de l'école, du collège en tout cas. Olivier, pour toi, est-ce que pareil, il y avait des choses qui avaient été prévues au départ, qui ont évolué pendant le voyage, changement de rythme, changement des choses qui sont passées Alors pour nous, ça a été un plongeon dans l'inconnu, parce que autant on avait cette expérience du voyage à vélo en couple, en solo, mais pas du tout avec un bébé. Et pour la petite anecdote, le premier jour quand on décolle, on a campé au Canada. Et au moment de replier le bivouac, c'est extrêmement laborieux. Et ce qui nous prenait quelques dizaines de minutes quand on était en couple prend 3 heures ce matin-là. Et on se dit qu'à ce rythme-là, en fait, le chemin qui nous attend va être beaucoup, beaucoup trop long. Et il ne faut pas se décourager. S'il y a un message vraiment à passer, c'est qu'on apprend. Et il y a une sorte de réflexe qui s'acquiert, d'habitude, qui font qu'on gagne du temps. Et à la fin du périple, en moins d'1 heure, on arrivait à tout replier. Mais parce qu'il y a la gestion du petit déjeuner, il y a la gestion des couches. Si par exemple les couches n'ont pas été suffisamment imperméables et qu'il y a une petite fuite, il faut faire sécher le linge. Donc il y a tout un tas de choses qu'on apprend sur le tas, en fait, qu'on découvre au fur et à mesure, et on essaye de s'adapter. De temps en temps, on met au point des petites astuces pour aller de plus en plus vite. Et tout ça, ça s'apprend sur le terrain. Et puis on a tous des approches différentes. Chacun place le curseur du confort, le curseur de l'engagement physique à des niveaux différents. Ce qui font qu'il y a des gens en fait, qui vont mettre 3 heures chaque matin à décoller, mais ça ne les dérange pas parce que en fait, pédaler 25-30 km dans la journée, c'est suffisant. Donc il ne faut vraiment pas se fixer des objectifs de kilométrage ou de temps passé à vélo, parce que tous ces impératifs-là, ça transforme en fait une expérience qui justement consiste à prendre le temps en course contre la montre. Et dans la plupart du temps, surtout quand on voyage avec des enfants, c'est vraiment pas l'objectif, quoi. Donc il faut pas se décourager, et puis au fur et à mesure on acquiert des réflexes. Le début est souvent un petit peu laborieux, mais c'est pas grave, on a le temps et c'est ça notre force, quoi. Et pour vous? Ouais. Alors oui, nous il y a des choses telles qu'on les avait pensées qui se sont passées différemment. Je pense notamment sur l'école pour les enfants. Moi, j'avais imaginé que j'allais installer Clémence, faire son atelier, son exercice de mathématiques, que pendant ce temps, Olivia allait progresser en lecture, ça allait être génial. Pendant ce temps, Gaspard, évidemment, jouerait de manière autonome autour du camion, pendant qu'Anthony pourrait gérer la mécanique. Évidemment, ça se passe comme ça. Dans un monde idéal. Et en fait, on s'est confronté à la réalité et c'était super dur. En fait, non, il y a les 2 filles, j'ai eu besoin de rester à côté d'elles, chacune, pour les concentrer pendant qu'elles travaillaient. S'il y avait
du bruit, voilà, c'était dur, donc il fallait qu'on s'enferme dans le camion. Et finalement, ce qu'on a mis en place, mais on a mis du temps, hein, on a mis quand même 2-3 mois à trouver cet équilibre. Et je me suis dit, mais en fait, on va jamais y arriver comme ça. Elles vont pas du tout avancer scolairement. Et du coup, moi, je me mettais un peu la pression, ce qui sert à rien, mais je me la mettais quand même. Et du coup, au bout de 2-3 mois, je dis, ok, en fait, il n'y a pas le choix. Si on veut que ça se passe bien, c'est que le matin, je m'occupe uniquement de l'école des filles. Donc, évidemment, les jours où on avait des programmes un peu chargés, il n'y avait pas école. Mais ce qui fait qu'il n'y avait pas non plus de vacances, ni de dimanche, ni de, voilà. Dès qu'on pouvait, on travaillait. Dès qu'on pouvait pas, on travaillait pas. Il n'y avait pas de rythme scolaire. Et du coup, le matin, en général, on se levait, petit-déj, Anthony gérait le petit-déj, je laissais tout en plan, je me calais avec les filles, on faisait les devoirs, et pendant que je faisais les devoirs uniquement avec Clémence et Olivia, Anthony, il gérait Gaspard, il gérait le rangement de la cuisine, il préparait le déjeuner de midi, il faisait les lessives, et il gérait la mécanique du camion avec Gaspard. Et franchement, c'est génial. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne à la maison, parce que avant de partir en voyage, je travaillais pas. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le choix si on voulait que ça fonctionne, et que réellement il y ait un temps d'école qui soit pas un carnage et qui soit un moment paisible, et que l'apprentissage reste un plaisir. Voilà. Donc ça, c'était les attentes, et puis la réalité, et on s'y est confronté. Du coup, on a ajusté, mais aussi d'arriver à ajuster ça avec les enfants. On a aussi gagné parce que du coup, en fait, on s'est aussi mis à leur écoute de leurs besoins, parce qu'il y avait ce qu'on avait imaginé, mais qui correspondait pas à leurs besoins à elles, les filles, et à là où elles en étaient scolairement, leurs facilités, leurs difficultés. Et on a petit à petit trouvé ça. Donc ça a impliqué de s'ajuster en couple, de s'ajuster avec chacun des enfants, que Gaspard trouve sa place au milieu de tout ça. Voilà, donc ça, c'était une grosse attente réalité. Voilà, il a fallu s'ajuster un petit peu. Peut-être là-dessus, en fait, on est parti, on les a engagés dans le voyage, c'est-à-dire qu'on leur expliquait ce qu'on voulait faire avec un peu leur accord, etc. Et on a dû mettre 2 ou 3 mois, peut-être 2 mois, où on a hésité à rentrer parce que c'était le carnage entre eux. En fait, c'est vrai qu'on dit toujours que tout va bien, que c'est magnifique, ça donne envie, mais la réalité est pas toujours si simple. Et les enfants avaient du mal à s'ajuster entre eux. Et en fait, on a une aide extérieure de voyageurs habitués qui nous ont dit, mais est-ce que vraiment vous avez impliqué vos enfants dans le voyage? Est-ce que vraiment ils font partie prenante du voyage au même titre que vous? Est-ce que ils ont pu s'exprimer sur leurs envies, sur le sens qu'ils donnent aux choses, etc. Alors, 2 ans, 5 ans, 7 ans. Et pourtant, en fait, on s'est posé avec eux un soir parce qu'on était en train de se dire, est-ce que vraiment on n'est pas en train de faire l'inverse de notre projet qui était de passer un bon moment ensemble? Et en se posant tous les 5, en fait, c'est la première fois qu'on faisait un vrai conseil de famille où chacun pouvait vraiment s'exprimer et chacun avait finalement les mêmes besoins que l'autre. Et donc ça a permis de poser les choses en disant on a tous les mêmes besoins, mais tout le monde ne respecte pas ce besoin chez l'autre. Et on a changé le mode de voyage sur quelque chose de plus centré sur nous-mêmes finalement, ou en tout cas plus attentif entre nous. Et la conséquence, où là nos enfants nous ont surpris, c'est qu'ils ont été beaucoup plus capables que ce qu'on imaginait. Et en fait, ils nous ont surpris de leur capacité d'analyse, de réflexion, d'initiative, d'aller vers l'autre, de faire des choses qu'on a beaucoup gagné là-bas et qu'on essaye de conserver ici. C'est pas évident dans nos modes de vie, mais c'est vrai que là-dessus, ils nous ont épatés par leur capacité qui était bien au-delà de ce qu'on voyait d'eux. Alors qu'on a une éducation assez ouverte ou assez libre, mais finalement, en les impliquant davantage, on les a vus vraiment décoller, quoi. Et oui, et le voyage permet ça. Chacun expérimente sur le terrain, chacun reprend sa place, et beaucoup de communication qui se développe. C'est beau. Même si c'est pas toujours évident. C'est pas très facile. Et au niveau de l'équipement sur les vélos, comment vous avez envisagé cet équipement pour partir avec les enfants? Qu'est-ce que vous avez décidé d'emmener? Est-ce que vous aviez une contrainte de poids ou pas du tout? Est-ce que vous êtes allégé en route ou pas? Oui, alors effectivement, il y a des considérations, il faut effectivement penser au poids, mais nous on pense surtout à notre confort, plutôt que parler de poids, plutôt de volume, parce qu'en fait nos sacoches, elles ont une contenance qui est limitée. On a une très grande tente dans laquelle on peut dormir tous les 4, un espace où on peut éventuellement cuisiner si le temps n'est pas de la partie. Donc nous, on a fait le choix de porter beaucoup lourd, mais d'avoir du confort. Par exemple, on a chacun une chaise pour avoir un appui lombaire le soir, pouvoir se poser, pouvoir lire un bouquin, pour pouvoir écrire, pour pouvoir cuisiner se mettre autour du feu. Donc on est chargé, et puis on l'a été finalement de plus en plus, parce que les enfants grandissant, donc on les a équipés aussi petit à petit. Donc au début, ils n'avaient pas de sacoche. Ensuite, ils avaient une petite trousse de guidon où ils mettaient leurs petits trésors, leurs petits cailloux, leurs petits bouts de bois qu'ils trouvaient, ou qu'ils échangeaient avec d'autres enfants. Et puis ensuite, ils ont eu leur sacoche. Donc il fallait trouver aussi de quoi les remplir. Donc c'était plutôt les duvets, les choses légères.
Et donc voilà, nous on regarde pas trop le poids, on pèse pas nos vélos, même si je pense que voilà, on a une petite idée, mais c'est pas une préoccupation. C'est surtout est-ce que ça va tout rentrer, et puis est-ce qu'on aura le confort nécessaire pour que une fois qu'on s'installe, qu'on installe le campement, on soit bien. Pour toi, Olivier? Oui, alors nous, on a des approches différentes en fonction de la durée du voyage. Quand on part sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, on aime bien effectivement avoir ce confort que tu décrivais à l'instant. Et on est assez peu regardant sur le poids, même si de fait, le vélo, on est limité à la fois en poids et en volume. Pour notre aventure en Amérique du Nord, tout confondu, donc les vélos, la remorque, les sacoches et l'intégralité du matériel, on avait au total 100 kilos. Donc répartis plus ou moins équitablement avec Adine. Donc là, on a la possibilité en fait de s'arrêter quand on veut. C'est ça aussi, pour nous, c'est une liberté à laquelle on tient vraiment, c'est que on ne veut pas être contraint de pousser jusqu'à la ville suivante pour trouver un camping pour pouvoir s'arrêter. On peut bivouaquer à n'importe quel moment. Et ça implique de transporter du matériel pour pouvoir planter la tente, avoir un matelas, pouvoir avoir un réchaud pour cuisiner. Inversement, quand on part sur des durées plus courtes, alors ça peut être sur un week-end, 3 ou 4 jours, en particulier à la belle saison, quand la fenêtre météo qui s'annonce est plutôt favorable, on a tendance à jouer la carte du minimalisme, et on emporte le moins possible, à tel point qu'on n'emporte plus de tente maintenant, quasiment plus jamais, et on bivouaque à la belle étoile, quand le temps le permet. On a toujours un tarp pour pouvoir s'abriter en cas de pluie, mais les enfants adorent, et ça permet de passer un moment vraiment très chouette en famille, c'est-à-dire que on s'endort sous la voûte étoilée, on regarde un petit peu les étoiles, il y a une dimension vraiment particulière, on appelle à la rêverie qui est assez unique. Et le matin, on se réveille avec les lumières du jour, ces tons un peu rosés, jaunes, rougeâtres, qui sont vraiment formidables. Et quand on dort, souvent dans des champs en fait, donc à l'écart des villages, on a la possibilité d'observer régulièrement des chevreuils, des lièvres, des animaux de très près. Et ça, c'est quand même super chouette quand tu te réveilles le matin. Tu vois les enfants qui ouvrent les yeux progressivement, qui se redressent, et puis tu as un chevreuil qui est en train de brouter à 30 mètres. C'est leur première image de la journée, tu sais que tu pars sur de bonnes bases pour ouvrir un moment chouette. Ouais. Je rajouterais qu'ils sont très demandeurs, effectivement. Si on peut ne pas monter la tente et juste poser les matelas et les duvets, c'est mieux. Alors, ça serait intéressant aussi de faire passer le micro dans le public qui est là et qui écoute tous ces témoignages de voyage pour savoir comment ça résonne en vous, en fait, chacun des voyages de ces 3 familles qui sont très différents et uniques. Mais est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous auriez expérimenté et sinon, pourquoi pas? Moi, j'avais une question qui s'éloigne un peu du sujet des enfants, c'est surtout pour les adultes. Professionnellement, comment vous faites? Voilà, si vous partez 2 mois, ça va peut-être encore, mais si vous partez 6 ou 8 mois, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de la profession, d'une part? Et puis, le budget que vous prévoyez, parce qu'il faut quand même aller sur place en avion, je suppose, partir du Canada, c'est pas forcément évident, quoi. Voilà, c'est une question générale. Alors je me permets de répondre le premier, mais je pense qu'on a peut-être tous des réponses différentes à cette question-là. Moi, il y a eu plusieurs situations différentes. Quand on est parti la toute première fois en Afrique, un voyage d'1 an et demi au total, on a fait le choix de démissionner des postes qu'on occupait à l'époque. Par contre, ce voyage, on l'a préparé pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, toutes les économies qu'on a pu faire, elles ont été consacrées à la préparation de ce voyage. Ensuite, en termes de budget, je peux vous donner un chiffre. Nous, ça nous a coûté, pour cette traversée de l'Afrique, 20 000 euros pour 1 an et demi. Donc 20 000 euros qui ont été financés essentiellement sur nos économies personnelles. Ensuite, on a fait appel à des partenaires, des sponsors qui nous ont fourni une partie du matériel. À notre retour, on a écrit un livre, on a commencé aussi à diffuser des films dans les festivals, dans ce genre d'événements tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis, ça nous a facilité en fait un prochain départ. On était déjà identifiés dans la communauté du voyage à vélo et c'était plus facile de faire appel à des sponsors. Donc pour le second voyage, on n'avait pratiquement aucune dépense de matériel, tout était financé par des partenaires. Il se trouve que j'ai une formation de journaliste et j'exerçais moi en presse quotidienne régionale auparavant. Et puis ensuite, je me suis spécialisé sur des questions liées autour justement de la mobilité, du vélo, de l'aventure. J'ai la possibilité de travailler quand je suis sur la route.
Alors, à un rythme plus restreint que quand je suis à la maison, bien entendu, mais j'ai toujours une source de revenus, en fait, quand je continue de pédaler. Donc, ce qui permet une certaine liberté de ce côté-là. Ma femme, elle, est assistante sociale, donc lors du second voyage, elle a profité de son congé parental et elle a pu partir pendant une année et avoir l'assurance de retrouver ensuite son emploi à son retour. Donc voilà un petit peu comment on procède. Et puis depuis maintenant, c'est vrai qu'on a refait un voyage de 3 mois en Scandinavie quand Julia, la petite sœur d'Axel, est arrivée. Et une fois encore, ma femme a profité de son congé parental. Mais sinon, on se contente de partir sur des durées plus réduites, donc sur 2 mois. Ou sur, voilà. Et là, on peut en négocier avec son employeur. Mais c'est quelque chose qui s'anticipe, qui se prépare. Et voilà comment on procède. Oui, de notre côté, donc, ce sont des congés sans solde qu'on demande, qui s'appellent des disponibilités quand on est fonctionnaire. Donc ça s'organise au préalable. Donc nous, on part sur nos économies. On n'a jamais fait appel à des sponsors, on n'a jamais cherché des financements. Donc voilà, ce sont des choix de vie. Donc là, on est parti en 10 ans, on est parti 3 ans. Donc ce sont donc 2, 3, 4 années de travail qui nous permettent d'avoir suffisamment d'argent pour voyager. Mais il faut savoir qu'une année de voyage, chaque voyage, on a dépensé, je dirais, mensuellement, il nous faut, avec entre 1000, maximum 1500 euros, à 4, on fait un beau voyage, on se nourrit, on se loge, on n'a pas besoin. Voilà. Après, effectivement, quand on part plus loin, il y a le billet d'avion, et puis ça dépend effectivement des pays, mais avec 1000 euros, on peut faire de belles choses à 4 à vélo. Donc finalement, on dépense moins d'argent que quand on est à la maison. Quand on est parti, on a loué à chaque fois, on a pu louer notre maison, donc on avait une petite source de revenus qui nous permettait de payer nos charges. Il fallait qu'on continue de payer, et qui était une petite source de revenus. Voilà. Donc c'est avant tout un choix de vie, je pense. Il suffit de s'organiser. Voilà. Ouais, de notre côté, on a eu la même logique de louer la maison, ce qui permet qu'elle s'autofinance. En fait, on n'a pas gagné d'argent, mais on n'en a pas perdu sur la maison. Ça n'a pas mis à la retrouver en arrivant. Nous, on est dans le privé, du coup, c'est un congé parental qui a permis de partir. Donc, on pouvait prendre le congé jusqu'aux 3 ans de notre dernier enfant. Donc, on est parti, on a fêté ces 2 ans en arrivant là-bas et on a fait 10 mois et demi de voyage. Après, pour donner un chiffre, c'est vrai qu'on nous demande souvent ce chiffre-là. Nous, le repas moyen en Amérique du Sud, c'était 12,50 € pour manger par jour à 5. Et le gros pôle chez nous, c'est l'achat du camion, sa remise en état, son envoi et son retour en bateau, et puis nous, notre trajet aller-retour en avion. En fait, ça, c'est un énorme pôle dans notre projet, si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est un patrimoine aussi, puisque notre camion, on l'a là et qu'on peut en profiter pour nos vacances. Donc voilà, ça donne quelques repères sur ce genre de voyage. Ouais. Puis, petite précision aussi, nous, sur le budget, il y a le film qui était quand même un sacré coup, parce qu'on s'est fait former et aider par des professionnels pour le monter. Anthony l'a commenté avec Loïc Terrier, qui est un photographe vidéaste qui est bien connu ici au festival. Et du coup, toute la partie film, on a réussi à la faire financer par des partenariats. On a eu des fondations qui nous ont suivis, des entreprises, et des particuliers. Donc on a eu le film, c'est complètement autofinancé, ça nous a rien coûté, et en revanche, on a autofinancé notre voyage à nous, ce qui a quand même permis de dégager une bonne partie du budget avec le film, qui était pas rien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les enfants? Là-bas, on va vous faire passer le micro. Mais c'est vrai que ce sont des choix de vie de tout laisser et partir. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai beaucoup d'intérêt à tout ce que j'entends. Moi, j'aurais plutôt une réflexion, une remarque sur voyager avec des enfants, puisqu'on l'a fait en famille également. Alors, pas des enfants en bas âge chez nous. On trouve, nous, que c'est facilitateur. C'est-à-dire que voyager avec des enfants, c'est une clé. Et grâce à ça, nous, on a trouvé, tout au long de notre voyage, les gens vous aident. Quand vous faites du stop, les gens ils s'arrêtent quand vous avez des enfants. Ils vont vous donner à manger. Et alors, on ne fait pas l'aumône, c'est pas ce que je dis, mais on trouve vraiment que pour avoir partagé notre expérience avec des gens qui voyageaient en couple ou en solo, avoir des enfants, les gens ils vous aident toujours. C'est toujours facile avec des enfants. Souvent, on se met des barrières quand on voyage, et les enfants, eux, ils n'ont pas de barrières en fait. Et ils vont vers les autres. Et le lien, il se fait parfois avec d'autres enfants. Nos enfants, ils ont joué avec des enfants d'autres pays sans connaître leur langue. Je parle de l'Asie, par exemple. On a voyagé en Asie. Et tout ça, c'est une vraie clé. Et la remarque que j'ai, moi, et ce que notre expérience nous inspire, c'est les enfants, ça nous aide. Alors, une fois de plus, nos enfants, nous, le plus jeune avait 4 ans quand on est parti. Il a plein de souvenirs. On retrouve beaucoup
ça nous fait écho, là, tout ce qu'on entend. Notre enfant, par exemple, il jouait avec ses mains, lui. Il n'a pas besoin de jouer. Avec ses mains, il faisait des avions. Voyager, alors, nous, on n'a pas utilisé de vélo. On était en sac à dos. Donc, on passe beaucoup de temps dans les transports. Mais il ne s'ennuyait jamais. Voilà. Mais c'est vraiment la remarque que j'ai, c'est vraiment ce côté clé et facilitateur de voyage. Celui de 4 ans, c'était le plus jeune ? On est parti, notre fils avait 4 ans. Donc il était en moyenne section, il n'était pas soumis à l'obligation scolaire. Et notre fille avait 9 ans. Quelle était son année de CM1 ? Ce choix-là, il était fait parce qu'on souhaitait, sur notre retour, on est parti 1 an, qu'elle n'intègre pas tout de suite le collège, mais plutôt la classe de CM2. C'était très intéressant et ça a fait effectivement écho à ce qu'on a vécu. Alors nous, par contre, au niveau professionnel, on a plus galéré. Moi en particulier, pour qu'on me laisse partir et quitter mon poste. Donc c'est pas toujours idéal. Il a fallu effectivement que je fasse des recours, que j'explique pourquoi on voulait partir. Enfin blablabla. Plus on me dit non, plus ça m'a donné en fait de la motivation pour partir. Et je me suis dit quand même, il y a un moment, on fait des choix de vie et on le fait aussi pour sa famille. C'est-à-dire que le projet avant tout, il est un projet de couple, mais on est bien effectivement obligé d'associer les enfants. Alors notre fils, il avait 4 ans. Quand on a expliqué à nos enfants, eh bien en fait, on va partir faire un tour du monde. Notre fils nous a dit, moi je veux pas aller où vous dites, moi je veux aller à Disneyland. Alors effectivement, c'était un peu différent, c'était pas le même esprit. Mais effectivement, avec des enfants, ça ouvre beaucoup de portes. Alors nous, on est partis en voyage il y a 7 ans. Donc nos enfants ont aujourd'hui 13 ans et 18 ans. C'est encore c'est présent dans notre quotidien. Souvent, ça fait écho quand ils voient des choses à la télé, des reportages. Ils disent « Ah oui, là, nous, on y est allés. » Et en fait, même à 4 ans, il se souvient. Enfin, notre fils, il a des souvenirs. Et en fait, on a demandé à chacun de nos enfants, au retour, parce que nous, on n'a pas fait de film. On avait un blog pour que notre entourage puisse suivre notre voyage. On a beaucoup aussi été en lien avec l'école. Donc, les maîtresses nous ont dit merci parce que nous, on a travaillé le monde grâce à votre famille. Notre fille, qui était en CM1, fait des visios régulières avec ses camarades pour expliquer dans quel pays on était, c'était quoi l'alimentation, c'était quoi la langue, c'était quoi la monnaie. Donc, c'était enrichissant pour tout le monde. Et effectivement, par contre, nous, l'école, ça a été la galère. On ne vous cache pas. Alors, notre fils de 4 ans, en maternelle, il faisait des dessins sur la plage, on cotait les cailloux, on cotait les phoques, voilà. Pour notre fille, c'était beaucoup plus compliqué, puisqu'elle était restée inscrite dans son école, dans sa classe, et on avait, pareil, on était très motivés, tout va bien se passer. Elle était inscrite par correspondance avec le CNED. Donc on n'a pas pu partir avec tous les cours parce qu'on a voyagé avec 40 kilos à 4 de bagages. Donc ça, c'était trop lourd. Donc en fait, on nous envoyait, la famille nous envoyait les pages du CNED au fur et à mesure qu'on avançait dans le programme. Mais en fait, le CNED, il faut une connexion, il faut imprimer, il faut dessiner. Nous, on n'avait rien de tout ça. Donc on a adapté. Notre fille l'a très mal vécu, c'est-à-dire elle a dit mais pourquoi moi je travaille à l'école en fait et mon petit frère il fait rien et vous travaillez pas. Alors donc au début on s'est obstiné, on a voulu être rigoureux en se disant tous les matins on prendra 1 heure pour travailler. Ça devenait la galère, ça devenait conflictuel. Donc on a dit on va pas gâcher le voyage avec l'école en fait. Et puis on a lâché. En fait, au début, on a essayé de renvoyer les devoirs. On trouvait dans une auberge de jeunesse une connexion Internet qui fonctionnait 1 fois sur 2 parce qu'on était au fin fond de la Pampa. Et on a renvoyé, puis après, on a abandonné, en fait. Et puis finalement, nous, ça fait 7 ans qu'on est rentrés. Notre fille, elle est en terminale maintenant. Alors oui, elle n'a pas fait le programme. Alors oui, il y a quelques fragilités parfois, parce qu'il y a des notions qu'on n'a pas abordées. Les probabilités en maths, on n'avait pas fait. Voilà. Mais en fait, là, on se rend compte quand même que ça laisse des traces. Nos enfants, ils adorent la géographie. Ma fille, elle adore la géopolitique. Ils adorent les langues. Voilà, c'est vraiment une ouverture aussi sur l'école. Et je crois que, sans regret, parce que moi, j'étais très stressée en me disant, oh là là, ils vont pas avoir fait. Ma fille, elle va pas avoir fait le programme. Elle va refaire 1 année. Pas du tout, quoi. Et effectivement, le voyage, les enfants apprennent beaucoup. Ils sont dans la relation et
ne parlent. Alors par contre, ce qu'on a vraiment déploré, c'est que nos enfants, ils parlent pas anglais en fait, et qu'on a fait un trek au Népal, on est monté à 1500 mètres d'altitude, on a visité une école. Là-bas, il n'y a pas d'électricité dans l'école, il n'y a pas d'ordinateur, et tous les enfants parlent anglais. Et il y avait les 2 petits qui comprenaient rien à ce qu'on leur racontait. Voilà. Donc, les enfants, ça ouvre beaucoup de portes, effectivement, parce qu'ils ne parlaient pas anglais, ils parlaient aucune langue. Et en fait, on avait un ballon, vous savez, qui était aplati, qu'ils avaient dans leur sac à dos, et ils le sortaient, et il y avait toujours d'autres enfants qui venaient, et ça crée des liens au-delà de la barrière de la langue, et ça, c'est vraiment très, très chouette, en fait. Alors, on pourrait parler des heures quand on a voyagé. Merci pour votre témoignage. J'en profite pour rebondir sur la question, on parle de l'obligation scolaire. Alors, nous, on a un petit peu creusé le sujet en partant. Je parle sous couvert des enseignants présents. Mais en fait, du moment qu'on quitte le territoire français, c'est quand même quelque chose à savoir, on n'a pas d'obligation de scolarisation des enfants. En fait, sur le territoire français, on a une obligation d'instruction et non pas de scolarisation. Mais dès qu'on sort du territoire français, on n'est plus soumis à la loi française. Donc, si on veut partir 1 an et ne pas scolariser nos enfants, on peut. Donc, en fait, c'est un choix qu'on fait. Nous, le choix qu'on a fait, c'était, on veut pas qu'ils refassent une année en rentrant d'école. Ils vont être en décalage avec leurs amis. Ils vont être en décalage déjà probablement de maturité après l'expérience du voyage. Le but, c'est qu'ils se retrouvent pas aussi avec des plus petits. Donc, on avance pour pas que ce soit une année blanche au niveau scolaire. Mais l'obligation, elle n'est pas là. Donc en fait, on n'est pas obligé, par exemple, de s'abonner au cours du CNED, qui, effectivement, à mon sens, et des réflexions qu'on a eues, et ce que vous dites, ça le conforte, ça correspond pas à un mode de voyage. Les CNED, c'est pour un enfant qui est pas itinérant, en fait, que les parents scolarisent chez lui, pourquoi pas, parce que c'est un choix. Mais l'école, on peut choisir plein de supports différents pour le faire. Ça peut être se baser sur un ouvrage scolaire qui reprend le programme de l'année qui est suivie. Ça peut être, nous, c'est une école Montessori, donc les maîtresses nous ont orientés pour que ça corresponde à la pédagogie que les filles ont reprise en rentrant. Mais on n'est pas dans de l'obligation scolaire. En fait, ça nous a vachement détendu quand on a creusé le sujet. Et on s'est dit, OK, en fait, c'est notre responsabilité de parents de se poser les questions de qu'est-ce qu'on veut apprendre à nos enfants. Mais il n'y a pas de cadre légal il n'y a rien qui cadre ça au niveau légal, en fait. Oui, ça c'est bien de le partager parce que je pense que plusieurs familles, c'est quand même on se rend compte à quel point ça peut être un poids et une pression justement de maintenir cette école. Et beaucoup de familles, en voyant d'autres partir, se posent la question, alors il y a ceux qui pensent, mais ils sont inconscients, et l'école, comment ça va se passer? Moi, je pourrais pas faire école à mes enfants, par exemple, je suis pas patiente, comment ça se passe? Il y a des obligations, enfin, je pense que c'est vraiment important de resituer ça. Et nous, on a vu beaucoup de familles qui finalement ont eu un voyage très compliqué parce qu'ils passaient de point Wi-Fi en point Wi-Fi parce qu'il fallait remettre le bonjour à la bonne heure, sinon le gamin avait pas son évaluation. Et en fait, ils ont passé un voyage à se torturer l'esprit à cause de l'école et on les a vus en cours de voyage où c'était un sujet très compliqué. Et en fait, les devoirs étaient forcément lourds avec des sujets très crispants. Et voilà, on fait pas tout ça pour partir à l'autre bout du monde, pour finalement se faire des checks de Wi-Fi pour renvoyer des choses en France. C'était pas, en tout cas, c'était pas l'idée qu'on avait nous. Mais pour rebondir, voyager avec des enfants, c'est quelque part leur imposer un petit peu parce que c'est pas forcément leur choix à eux. Et ensuite, on se rend compte qu'ils sont très contents, mais c'est vrai que nous, on était un petit peu soucieux de leur faire perdre leur niveau scolaire. Alors, pas pour le petit, bien évidemment. On ne voulait pas leur sacrifier une année. Voilà. Et c'est vrai que si le CNED nous semblait le plus adapté avant de partir, bien évidemment, quand on a tout abandonné, tout s'est bien passé. Et le voyage, c'est aussi la liberté. Donc, mais il y a ce côté quand même sur les enfants, ils n'ont pas toujours choisi. Donc, à un moment donné, quand on a construit notre voyage, on a bien évidemment, ils étaient impliqués sur des lieux où ils voulaient aller, des choses comme ça. On ne voulait pas que ça soit un point noir dans leur scolarité. On s'est rendu compte avec l'expérience qu'ils ont appris 1000 choses qu'ils n'auraient jamais appris à l'école. Alors peut-être s'il y a encore une dernière question dans le public, parce qu'il va falloir qu'on termine cette table ronde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi j'ai une question peut-être plus pour les deux familles de droite, parce que je vous connais sur la gauche. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pour trouver des sponsors. Et parce qu'en fait, c'est ça, c'est limite du sponsoring que vous avez recherché des partenaires. Vous êtes monté en assos ou pas du tout? Et ma deuxième question, c'est le temps consacré aux réseaux sociaux, qui doit vous prendre forcément du temps. Il est fait avant ou pendant le voyage ou après?
Alors, je vais répondre, je fais juste un petit clin d'œil avant, parce que j'aime bien toujours le pas de côté. Les enfants choisissent pas de partir quand on part, mais choisissent pas de rester quand on reste non plus. On peut faire ce pas de côté-là, de se dire, est-ce que les enfants finalement n'ont pas envie de bouger, est-ce qu'on les maintient pas chez nous quand on bouge pas? C'est juste un petit clin d'œil pour dire, en fait, forcément, on leur impose un cadre, et c'était tout le sujet de l'application pour essayer de les rendre partie prenante finalement du trajet. Alors oui, nous, on s'est monté en association pour aller chercher des fonds et pour porter notre projet. Et en fait, on a eu la chance d'avoir une fondation, la Fondation Saint-Irénée à Lyon, qui a été la première structure qu'on a rencontrée, qui a cru à notre projet, qui a cru qu'en fait, on ne cherchait pas à financer notre parcours, mais à financer le fruit de notre parcours, qu'on était autonome financièrement sur ce qu'on faisait en voyage, et qu'on avait besoin de fonds, par contre, pour faire vivre un film et le partager. Et donc, c'est une fondation qui nous a subventionnés, mais qui a aussi reçu les dons pour nous les reverser, ce qui a permis de bénéficier de leur intérêt général, de leur utilité publique, et donc de pouvoir soulager fiscalement les dons qui nous étaient faits. Et du coup, le fait d'avoir une fondation qui, la première, a cru au fond du projet, ça a permis de faciliter en tout cas la démarche pour y avoir des entreprises ou des particuliers qui pouvaient faire un don auprès d'une fondation connue, reconnue, et du coup, ça rassure. Et il y a un effet boule de neige. Un premier partenaire donne confiance au deuxième, et puis comme il y en a deux, le troisième y croit aussi. Et donc, on a bénéficié de cet élan-là qui nous a permis de prendre en charge complètement la partie film et photo. Et après, en termes de temps, comme on l'a compris, nous, on n'est pas très réseaux sociaux, on n'est pas très point Wi-Fi, mais on avait besoin de créer une petite communauté autour du projet. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que régulièrement, on se posait le soir dans notre camion une fois que les enfants dormaient pour écrire un peu au kilomètre les jours passés, chercher les photos qui correspondaient. On envoyait ça quand on trouvait un point Wi-Fi le jour où il arrivait, on cherchait pas spécialement. On envoyait tout ça à une copine, merci Laura, qui, elle, reprenait ça et les republiait, alors des fois avec 2 semaines, 3 semaines d'écart. Il y avait toujours un décalage entre ce qu'on vivait et ce qui était publié. Finalement, peu importe. Et nous, ça nous a permis de pas chercher des points ou pas regarder les commentaires ou est-ce que c'est vu ou pas vu. On écrivait l'histoire, on l'envoyait. En fait, on perdait la main dessus, ça nous allait très bien. Et par contre, on a monté une équipe autour de nous pour nous aider, pour faire notre affiche avec une dessinatrice, pour faire du montage avec Loïc et pour nous former. On a un partenaire qui nous a fourni tout le matériel. Il y a eu 10 000 € de matériel quand même qu'on a emmené pour photo-vidéo. Donc on nous a prêté, qu'on a rendu. Alors voilà, on a toute une équipe autour de nous qui nous ont aidés à ce que nous, on vive notre projet finalement et que le reste soit un peu soulagé. On recommande, c'est une bonne idée. S'il y a une toute dernière question, sinon on va rendre l'antenne. Eh ben merci. Merci à tous d'avoir participé. Merci aux intervenants. Et puis donc vous pouvez retrouver le film qui sera diffusé donc cet après-midi d'Anthony et Anne Ségolène. On va rappeler De l'amour à la dignité. Cet après-midi donc, et puis Olivier aussi, ton second film sur la fin de la journée à 17h30. Ben voilà, vous savez tout. Et on vous retrouve tous les 3, tous les 6, 7, 8 dans le hall et dans la partie exposition pour vos livres, pour découvrir vos livres et photos. Exactement. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète. Allô la planète, de retour du festival Périplessis édition 2024.